nous avons allumé la fusée la plus puissante de l'histoire. Une poussée de 8,8 millions de livres. Gigantesque. Mais il y a un paradoxe. Avec cette puissance ahurissante, nous ne pouvons pas faire la chose la plus fondamentale que nous avons faite il y a 54 ans, atterrir sur la Lune. Les astronautes vont seulement frôler la surface et revenir. Car cette fusée coûte 4,1 milliard de dollars à chaque lancement et transporte près de 2 fois moins de charge utile que sa légendaire prédécesseur, la Saturne V. C'est pourquoi, pour atterrir sur la Lune, il faut d'abord établir une station-service en orbite avec 16 vols de ravitaillement distincts. Une chose jamais tentée auparavant. Mais ce n'est pas cette impasse technique qui est la plus troublante. La vraie question, c'est ce bouclier thermique qui doit protéger les astronautes au retour et qui s'est fissuré lors de son unique test. Si ce paradoxe à plusieurs milliards de dollars vous passionne aussi, abonnez-vous, car nous partons à la recherche de la réponse que la NASA ne veut pas donner. C'est parti. En 1969, nous avons atterri sur la Lune. C'est un fait. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis ce pas historique. Le smartphone dans votre poche a plus de puissance de calcul que toutes les machines de la NASA durant l'intégralité du programme Apollo. Nous avons maintenant des fusées réutilisables. Nous avons des télescopes capables de voir des galaxies formées il y a 13 milliards d'années. Nous avons cartographié la surface de la Lune avec une précision au mètre près. Yaoraha pourtant, malgré tout cela, en 2026, nous regardons 4 astronautes parcourir 1/4 million de miles vers la Lune, en faire le tour et rentrer directement à la maison, sans jamais toucher la surface. Pourquoi ? C'est la question clé de toute cette histoire. Et la réponse n'est pas simple. Elle ne peut pas être réduite à une seule chose. La réponse la plus simple et la plus concrète est un fait assez surprenant. La raison la plus simple pour laquelle Artemis II n'atterrit pas sur la Lune, c'est que le module d'atterrissage n'existe pas encore. Oui, vous avez bien entendu. Le programme Apollo avait une structure élégante. Tout était lancé ensemble, par une seule fusée, la légendaire Saturne V, et le module de commande où vivait l'équipage, le module de service qui fournissait la propulsion, et le module lunaire qui atterrissait sur la surface. Tous empilés les uns sur les autres, partant pour la Lune avec un seul lanceur. Une fusée, un lancement, une mission. Si vous aviez votre équipage et votre Saturne V par TAS, vous pouviez aller sur la Lune et y atterrir. Point. Mais Artemis ne fonctionne pas comme ça, car l'architecture d'Artemis divise le véhicule de l'équipage et le module d'atterrissage en 2 systèmes complètement séparés, qui doivent se retrouver dans l'espace. L'équipage se rend sur la Lune dans la capsule Orion, placée au sommet du Space Launch System, ou SLS. Le module d'atterrissage, lui, est une version modifiée de la fusée Starship de SpaceX, appelée Human Landing System, ou HLS. Alors, ces 2 véhicules sont lancés séparément, à des moments différents, par des fusées différentes. Et pour que l'un d'eux puisse se poser à la surface, ils doivent d'abord se rencontrer et s'amarrer en orbite lunaire. C'est le premier nœud qui rend tout incroyablement complexe, car ce n'est pas un simple rendez-vous. La vraie raison de cette complexité, c'est le Starship HLS lui-même, car le Starship doit être ravitaillé en carburant avant de quitter l'orbite terrestre. Le Starship est un véhicule immense, la plus grande fusée jamais construite, et l'envoyer sur la Lune nécessite de le remplir de méthane liquide et d'oxygène liquide en orbite. Cela signifie que SpaceX
doit effectuer entre 10 et 16 vols de ravitaillement distincts. À chaque vol s'amarrera au HLS et effectuera un transfert de carburant en apesanteur jusqu'à ce que le module d'atterrissage ait assez de propergol pour son voyage. Ce processus s'appelle le transfert orbital de propergol. Et il n'a jamais été réalisé à cette échelle, même si SpaceX a fait une démonstration de transfert de liquide à petite échelle en 2025. Transférer quelques centaines de kilogrammes de liquide est très différent de mettre en place une station-service fonctionnelle en orbite pour remplir un vaisseau spatial de la taille d'un immeuble de 15 étages. Car les carburants cryogéniques, ce n'est pas comme faire le plein d'essence. Le méthane liquide bout à moins 161 degrés Celsius et l'oxygène liquide à moins 183 degrés. C'est empêcher ces carburants de s'évaporer dans un environnement où un côté du vaisseau est face au soleil à plus 150 degrés et l'autre face à l'espace profond à moins 150 degrés. Est un problème d'ingénierie que personne n'a résolu à cette échelle. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que toute cette complexité découle d'un seul problème fondamental. Tout repose sur la fusée au cœur de cette mission, le SLS. Car la seule et unique raison de ce plan complexe à 2 lancements, 16 vols de ravitaillement et rendez-vous orbital, c'est que la pierre angulaire du programme Artemis, la fusée SLS, ne peut pas tout transporter en une seule fois. C'est une dure réalité qui change toute l'équation. Les chiffres racontent l'histoire plus clairement. La fusée Saturne V qui a emmené Apollo pouvait envoyer environ 48 600 kg de charge utile sur une orbite translunaire. C'était assez pour transporter le module de commande, le module de service et le module d'atterrissage lunaire en une seule fois, presque le double. Mais la fusée S, LS Block 1 qui transporte Artemis 2 aujourd'hui, ne peut envoyer que 27 000 kg sur cette même orbite. C'est suffisant pour la capsule Orion et son module de service. C'est tout. Il n'y a pas de place pour un module d'atterrissage. La capacité de la fusée ne le permet pas. Ensuite, il y a le coût. Ajusté à l'inflation, un lancement de Saturne V coûtait environ 1,5 milliard de dollars d'aujourd'hui. Mais, selon le propre bureau de l'inspecteur général de la NASA, un seul lancement de SLS, incluant la fusée, la capsule Orion et les systèmes au sol, coûte environ 4,1 milliards de dollars, presque 3 fois plus. Nous avons donc une fusée qui est presque 3 fois plus chère que la Saturne V, qui vole beaucoup moins souvent et qui transporte beaucoup moins de charge utile. Alors, pourquoi s'est-on engagé dans un tel système? La réponse technique ne vous mènera qu'à un certain point, car cette réponse explique seulement pourquoi nous ne pouvons pas atterrir maintenant. Mais elle n'explique pas pourquoi cette architecture a été conçue de cette manière au départ. Elle n'explique pas pourquoi nous sommes passés d'une fusée qui pouvait faire tout le travail seule en 1969 à un système qui en 2026 nécessite 2 fusées distinctes, une douzaine de vols de ravitaillement et un rendez-vous en orbite lunaire pour poser 2 astronautes sur la surface. Pour trouver la réponse à cette question, nous devons aller au-delà des retards matériels. Pour comprendre cela, nous devons remonter à une loi signée en 2010, et ce que vous y trouverez pourrait changer votre vision de tout le programme Artemis, car cette fusée n'a pas été conçue pour une mission. Cette fusée a été construite par le Congrès, et ce fait raconte une histoire bien plus importante que la fusée elle-même, car cette fusée n'a pas été conçue autour d'une mission, mais autour d'une chaîne d'approvisionnement. Pour comprendre cette situation, nous devons revenir à 2011
l'année du dernier vol du programme de la navette spatiale. Après 30 ans de service, 135 missions et 2 pertes catastrophiques, le programme a été mis à la retraite et quelque chose devait remplacer la navette. La NASA travaillait déjà sur la nouvelle génération. Elle s'appelait Constellation. Annoncée en 2004 par le président George W. Bush, ce programme était conçu pour ramener des humains sur la Lune d'ici 2020. Constellation comprenait une nouvelle capsule pour l'équipage nommée Orion, une nouvelle fusée lourde nommée Ares 5 et un atterrisseur lunaire nommé Altair. Toute l'architecture était construite de zéro autour de la mission de retour sur la Lune et éventuellement d'aller sur Mars. Mais, en 2010, Constellation avait déjà coûté 9 milliards de dollars et un comité d'examen sous l'administration Obama a conclu que le programme était au-dessus du budget, en retard sur le calendrier, et qu'il était très peu probable qu'il atteigne ses objectifs avec les financements actuels. C'est pourquoi le président Obama a annulé Constellation en 2010. 9 milliards de dollars. Parti. L'atterrisseur lunaire, parti. La fusée lourde, parti. La seule pièce qui a survécu était la capsule Orion. Car le développement d'Orion était si avancé que l'annuler aurait coûté presque aussi cher que de le terminer. C'est précisément là que la politique entre en jeu. Car lorsque Constellation a été annulée, le Congrès n'était pas content du tout. Non pas parce que le Congrès était profondément attaché à l'exploration lunaire. Il était mécontent parce que Constellation employait des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs États. Les propulseurs à poudre étaient construits dans l'Utah. L'étage principal était fabriqué en Louisiane. Les moteurs et l'intégration se faisaient en Alabama. Ce n'étaient pas seulement des emplois, c'étaient des emplois dans les circonscriptions de sénateurs et de représentants puissants, siégeant dans les comités qui contrôlent le budget de la NASA. C'est pourquoi le Congrès a fait quelque chose d'inhabituel. Il a adopté la loi d'autorisation de la NASA de 2010. Et à l'intérieur de cette loi, il a placé une instruction très spécifique. La prochaine fusée lourde de la NASA devait utiliser le matériel, l'infrastructure et la main-d'œuvre existants de la navette spatiale. Les propulseurs à poudre de la navette, les moteurs RS-25 de la navette, les usines qui construisaient les composants de la navette, la main-d'œuvre qui les assemblait. Le Congrès n'a pas seulement dit à la NASA de construire une fusée. Le Congrès a dit à la NASA comment la construire, quelles pièces utiliser, quelles usines maintenir ouvertes, quels sous-traitants protéger. Le résultat fut le Space Launch System, le SLS. C'est pourquoi le SLS a été conçu pour être politiquement résilient. Et la résilience politique a un coût qui lui est propre. Un coût qui ne se mesure pas seulement en dollars, mais en années, en fréquence de lancement et en opportunités manquées pendant que le programme avance lentement. L'argument de la main-d'œuvre est la partie la plus politiquement puissante de cette équation. Selon les propres rapports d'impact économique de la NASA, le SLS soutient environ 30 000 emplois dans 44 États. Ce sont de vraies personnes, avec de vraies familles, faisant un vrai travail. Les ingénieurs qui testent les moteurs RS-25 au Stennis Space Center dans le Mississippi ne perdent pas leur temps. Les techniciens qui soudent les réservoirs de l'étage principal à l'usine d'assemblage de Michoud à la Nouvelle-Orléans ne font pas semblant de travailler. Le travail est réel. La fusée est réelle. Mais la question n'est pas de savoir si le travail est réel, si la question est de savoir
si la fusée est la bonne fusée. Lorsque le Congrès a rédigé la loi d'autorisation de 2010, il a fait un choix. Il a choisi de préserver la base industrielle plutôt que d'optimiser la mission. Et tout ce qui a suivi cette décision, l'architecture à 2 lancements, la dépendance au Starship, HLS, les 10 à 16 vols de ravitaillement, le prix de 4 milliards de dollars par lancement, est une conséquence de cette décision originelle. L'atterrisseur n'est pas prêt car la fusée ne peut pas le transporter. La fusée ne peut pas le transporter car elle a déjà été conçue autour de pièces de navettes restantes. Les pièces de navettes ont été imposées car le Congrès voulait sauver des emplois. Ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas un complot, et que c'est la manière dont le système politique américain gère les programmes techniques coûteux et de longue durée. Et Artemis est le produit de ce processus. Maintenant que nous assemblons toutes ces pièces, l'image devient claire. Apollo était une solution unique, créée de zéro pour accomplir la mission. Artemis est un puzzle assemblé à partir de contraintes politiques et économiques. La Saturne V d'Apollo pouvait envoyer une charge massive de 48 600 kg vers la Lune en un seul lancement. Le SLS, seulement 27 000 kg. Ce manque de capacité a tout changé. C'est pourquoi nous sommes devenus dépendants du gigantesque Starship de SpaceX et de ses opérations orbitales complexes nécessitant plus de 10 ravitaillements pour envoyer un atterrisseur sur la Lune. Donc c'est pourquoi le coût total du programme avait déjà dépassé les 97 milliards de dollars au moment du lancement d'Artemis II. En comparaison, tout le programme Apollo, Chebyshev, qui a réalisé 6 atterrissages lunaires, a coûté environ 250 milliards de dollars d'aujourd'hui. Artemis a atteint une part significative de ce coût avec un seul vol habité. Toutes ces discussions d'ingénierie et de politique nous ramènent à cette simple question de départ. Pourquoi Artemis II n'atterrit-elle pas sur la Lune? Parce que le module d'atterrissage n'existe pas encore. Parce que notre fusée principale ne peut pas le transporter en une seule fois. Et parce que tout le programme a été construit sur l'héritage d'un programme de maintien de l'emploi, Rachel, plutôt que sur une mission. Mais, au milieu de toute cette politique narrant de ces guerres budgétaires et de ces compromis de conception, il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. En ce moment même, 4 humains s'éloignent de la Terre, au-dessus de tout ce désordre. Alors, toute cette histoire de fond mise à part, que font-ils là-haut? À quoi ressemble vraiment ce voyage? Assez parlé de politique. Vous êtes venus ici pour aller sur la Lune, et l'équipage d'Artemis II est déjà en route. Rejoignons-les. Et à cet instant précis, toute la politique a cessé. Toutes les querelles budgétaires sont devenues insignifiantes. Car 4 humains se trouvaient au sommet de la fusée la plus puissante jamais construite par l'humanité. Et maintenant, le vrai voyage commençait. Voici les découvertes, instant par instant. 1er avril 2026, 18h35, sur l'aire de lancement 39B du Kennedy Space Center, les 2 propulseurs à poudre jumeaux se sont allumés. Ce n'était pas une explosion, c'était un tonnerre profond et roulant que l'on sentait dans sa poitrine. Le SLS a produit 8,8 millions de livres de poussée au décollage, plus que n'importe quelle autre fusée en service. Le sol a tremblé, les alarmes de voiture ont retenti à des kilomètres à la ronde, et la fusée s'est élevée lentement. D'abord à contre-cœur, puis en accélérant. En 2 minutes, les propulseurs à poudre se sont séparés, s'éloignant comme 2 colonnes de fumée blanche contre le ciel sombre. Mais ce n'était pas l'événement principal. 8 minutes plus tard,
l'étage principal s'est éteint et s'est séparé. Orion était maintenant en orbite terrestre basse. Mais il ne se dirigeait pas encore vers la Lune, car pendant environ 1h30, ils ont tourné autour de la Terre pour s'assurer que tout allait bien. Les panneaux solaires se sont déployés. Et puis est venu le moment qui a tout changé. L'injection translunaire, la poussée de transition vers la Lune. Un seul moteur, allumé pendant environ 5 minutes et 50 secondes. Moins de 6 minutes. Mais, pendant ces 6 minutes, Orion a été propulsé d'une vitesse orbitale d'environ 28 000 km/h à une vitesse de libération d'environ 39 400 km/h, la vitesse nécessaire pour briser les chaînes de la gravité terrestre. Cela signifiait que l'équipage était plaqué contre son siège par une force de 1,2 G pendant 6 minutes. Et puis, le moteur s'est tu. L'étage de propulsion s'est séparé. Orion était désormais seul. C'était un moment sans retour. Car après cet instant, il n'y avait plus de chemin rapide pour rentrer. Les lois de la physique les avaient placés sur une trajectoire qui les emmènerait vers la Lune, les ferait passer derrière l'Asanas et les ramènerait sur Terre. C'était le plan B ultime. Mais, entre ce moment et la maison, il y avait un vide d'1/4 de million de miles. Mais, la découverte la plus choquante n'était pas la vitesse de la fusée, mais les gens à l'intérieur. Car ce n'étaient pas des figurants choisis au hasard. Et quand on comprend qui ils sont, le sens de la mission change complètement. Le commandant Reed Wiseman, un pilote d'essai de la marine. Il avait déjà volé vers la Station spatiale internationale en 2014 et passé 165 jours en orbite. Le pilote Victor Glover, lui aussi un pilote d'essai de la marine. En 2020, il a passé 167 jours dans l'espace à bord de la capsule Crew Dragon de Space. Et avec cette mission, Glover est devenu le premier astronaute noir à participer à une mission lunaire. Il allait plus loin qu'aucun homme noir dans l'histoire. C'était une première. Ensuite, il y a Christina Koch, une ingénieure électricienne lancée dans l'espace en 2019. Elle est revenue 328 jours plus tard. Le record du plus long vol spatial unique effectué par une femme. Elle a également réalisé la première sortie dans l'espace entièrement féminine de l'histoire. Et puis, il y a Jeremy Hansen, un astronaute canadien, un pilote de chasse, un géologue. Mais le fait vraiment choquant à propos de Hansen est le suivant. Artemis II est son premier vol spatial. Il n'a jamais été dans l'espace auparavant. C'est la première fois qu'il quitte la planète et il va directement sur la Lune, pas en orbite terrestre basse, pas à l'ISS, sur la Lune. Cela ne devrait pas arriver. Il ne devrait pas y avoir de novices sur un vol d'essai aussi critique. Pourtant, il était là. Pensez-y. Hansen s'est entraîné pendant des années. Mais, jusqu'au 1er avril 2026, il n'avait jamais ressenti un lancement, jamais connu la microgravité, jamais regardé par un hublot pour voir la courbure de la Terre. Et il vivait toutes ses premières fois dans une mission qui l'emmènerait plus loin de chez lui que 99,99% de tous les humains qui aient jamais vécu. Cette combinaison I am possible révélait d'un seul coup le risque et l'audace de la mission. 3 vétérans expérimentés et un novice absolu, ensemble, en route pour la Lune. Et l'endroit où ils allaient n'était pas un palais. Le volume intérieur de la capsule Orion. Si vous enleviez les sièges et l'équipement, était à peu près celui d'un minivan. Cet immense voyage se déroulait dans un espace incroyablement confiné.
4 adultes allaient vivre, travailler, manger, dormir et utiliser une seule toilette à l'intérieur de cette boîte de métal pendant 10 jours. Pas d'intimité, pas de pièces séparées. Chaque conversation était entendue par tout le monde. Chaque repas était partagé. Ce n'était pas comme l'ISS. Là-bas, les astronautes avaient des cabines de couchage privées, une salle à manger dédiée, plusieurs modules où s'étaler. Mais Orion était une capsule de test, conçue pour atteindre la destination, pas pour le confort. Et c'est pourquoi ce qui s'est passé la 3e nuit du vol a révélé cette réalité dans toute sa crudité. L'équipage a signalé une odeur de brûlé provenant des toilettes d'Orion. Ce n'était pas une crise, ce n'était même pas un vrai problème. Les contrôleurs de vol ont retracé l'origine de l'odeur à un matériau isolant orange sur la porte du compartiment d'hygiène. Mais ce petit détail vous rappelait quelque chose d'important. Ces gens, même en fonçant vers la Lune, à des milliers de kilomètres par heure, étaient de vrais humains, confrontés à de vrais ennuis ordinaires, dans un vrai vaisseau spatial. Dans le vide infini de l'espace, ils géraient une odeur de toilette. Ce contraste montrait à quel point la mission était à la fois surhumaine et profondément humaine. Le chemin vers la Lune était aussi inconfortable et exigu qu'héroïque. Ces découvertes, la violence du lancement, la composition surprenante de l'équipage et la réalité claustrophobe du voyage n'étaient que le début de l'histoire. Mais nous nous demandons maintenant, ce voyage n'est-il qu'une question de vitesse, de personnes et d'une capsule étroite? Non, car la vraie réalité qui les attendait à l'extérieur était bien plus silencieuse, bien plus invisible et bien plus dangereuse. Ce que nous avons raconté jusqu'à présent, c'étaient des risques contrôlables. Mais, au moment où ils ont franchi le champ magnétique terrestre, ce bouclier protecteur, le vide dans lequel ils sont entrés, était à la fois complètement silencieux et rempli de menaces mortelles. Et la première de ces menaces était totalement invisible. Mais elle était mortelle, car une fois qu'Orion a traversé les ceintures de radiation de Van Allen, dans les premières heures, il est sorti de la magnétosphère terrestre. Ce bouclier magnétique protecteur n'était plus là. L'équipage était complètement exposé à l'environnement de radiation de l'espace lointain. C'étaient les rayons cosmiques galactiques. Des particules de haute énergie projetées à travers la galaxie par des supernovas et d'autres événements violents. Des protons, des particules alpha et des noyaux atomiques plus lourds. Ils traversaient les parois du vaisseau spatial comme si elles n'étaient pas là. Vous ne pouvez pas le sentir. Vous ne pouvez pas le voir. Mais ils traversaient constamment les corps de l'équipage, heurtant des brins d'ADN, endommageant des cellules. Mais ce n'était pas ça le plus effrayant. Le plus grand risque était un événement à particules solaires. Un SPE. Le Soleil entre en éruption. Il éjecte des milliards de tonnes de plasma magnétisé dans l'espace. Et si cette éruption était dirigée vers la Lune, l'équipage pourrait être frappé par une vague de protons de haute énergie en quelques minutes ou heures. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Car en août 1972, entre les missions Apollo 16 et 17, c'est exactement ce qui s'est passé. Cet événement a produit une dose de radiation estimée à 2600 REMS pour un astronaute non protégé. Cette dose était suffisante pour provoquer un mal aigu des rayons, une défaillance d'organes et la mort en quelques jours, sauf s'il y avait eu des astronautes sur la surface de la Lune pendant cet événement. Ils n'auraient presque certainement pas survécu.
Et maintenant, Artemis II volait au pic du cycle solaire, 25, le maximum solaire. Un cycle qui s'est avéré plus actif que prévu. C'est pourquoi Orion avait un protocole d'abri anti-radiation. Mais ce n'était pas un abri. C'était une instruction pour l'équipage de se déplacer au centre du vaisseau, de s'entourer de conteneurs d'eau et de sacs d'équipement, et d'attendre que la tempête passe. C'était une défense impossible, car dans l'espace, il n'y a nulle part où se cacher. Mais il y avait autre chose, le silence. Mais un silence différent, car à la distance de la Lune, il fallait environ 1,3 secondes à un signal radio voyageant à la vitesse de la lumière pour atteindre la Terre. Donc cela signifiait un délai aller-retour de 2,6 secondes. Ça peut ne pas sembler beaucoup. Mais essayez d'avoir une conversation où chaque réponse arrive près de 3 secondes après que vous ayez fini de parler. Le rythme naturel du dialogue humain, les interruptions, les mots qui se chevauchent, le retour d'informations instantanées, est complètement brisé. Vous dites quelque chose, puis vous attendez. Puis l'autre personne dit quelque chose. Mais, au moment où vous l'entendez, vous avez déjà commencé votre pensée suivante. Les équipages d'Apollo avaient signalé cette désorientation. C'était une sensation très subtile. Mais, elle s'accumulait au fil des jours et s'aggravait à mesure que la distance augmentait. C'était une guerre psychologique. Elle a commencé alors que la Terre remplissait encore les hublots d'Orion. Kissia, mais est. Au fil des heures, puis des jours. Le changement était indéniable. Cette sphère bleue, le seul foyer que notre espèce ait jamais connu, rétrécissait. Vous pouviez la cacher avec votre pouce à bout de bras. Et cette déconnexion visuelle, combinée au délai de communication, plongeait l'équipage dans un isolement que personne n'avait ressenti auparavant. La seule chose qui les protégeait, c'était la physique, la trajectoire elle-même. C'est pourquoi leur voyage n'était pas seulement un déplacement d'un point A à un point B. C'était une confrontation avec les dures réalités de l'espace. Car l'aspect le plus étrange du voyage dans l'espace lointain, c'est son silence. Pas un silence littéral. À l'intérieur d'Orion, les ventilateurs tournent constamment. Les pompes font circuler le liquide de refroidissement. Il y a toujours un bruit mécanique. Mais, à l'extérieur, au-delà des minces parois d'aluminium de la capsule, il n'y a rien. Pas de vent, pas de friction, pas de bruit de moteur. Car les moteurs sont éteints. Orion plane. Il se déplace à une vitesse énorme, des milliers de kilomètres par heure. Mais il n'y a aucune sensation de mouvement car il n'y a rien à pousser. Et la seule preuve qu'il bouge, c'est de regarder par le hublot et de voir la Terre rapetisser, la Lune grandir et les étoiles tourner lentement. Car le vaisseau spatial effectue une manœuvre appelée roulis barbecue, une lente rotation axiale conçue pour répartir uniformément la chaleur solaire. Cette rotation crée quelque chose d'étrange dans la cabine. Lumière, puis ombre. Lumière, puis ombre. Du côté ensoleillé, les surfaces chauffent. Une différence de température allant de moins 150 degrés à plus 150 degrés. Et cette lente rotation est la seule chose qui vous empêche de griller et de geler en même temps. Ces découvertes, ces réalités, prouvaient que la mission n'était pas juste un trajet d'un point A à un point B. C'était une lutte pour la survie calculée à chaque seconde. Radiation invisible, incommunicabilité et isolement absolu. Mais tous ces dangers n'étaient que les symptômes d'un changement bien plus profond dans la mentalité de la NASA.
Ces nouveaux risques et ces vieilles leçons avaient changé l'agence fondamentalement. La question n'était plus seulement « Pouvons-nous aller sur la Lune ?» La question était devenue « Comment pouvons-nous garantir de ne perdre personne en le faisant ?» Cette nouvelle obsession pour la sécurité, cette prudence qui ralentissait tout. Quel genre d'institution cela a-t-il fait de la NASA? Et sans comprendre comment la mentalité de cette institution, façonnée par les fantômes de Challenger et Columbia, a modelé chaque boulon, chaque ligne de code du programme Artemis. Et surtout, la pièce la plus critique du voyage de retour sur Terre. Le bouclier thermique. Mais comment cette mentalité fonctionne-t-elle exactement? Qu'est-ce qui les rend si prudents? Qu'est-ce qui ralentit chaque étape à ce point? Pour trouver la réponse à cette question, nous devons ralentir un peu et plonger sous le capot du programme, dans la salle des machines. Car pour vraiment comprendre pourquoi Artemis n'atterrit pas sur la Lune, il faut comprendre non seulement la politique, mais aussi les profondes cicatrices institutionnelles laissées par les deux catastrophes de la navette spatiale. Et comment ces cicatrices ont façonné les décisions d'ingénierie. Maintenant, entrons dans les détails techniques. Avant tout, nous devons comprendre ce chiffre magique qui a fondamentalement changé la relation de la NASA avec le risque. Pendant le programme Apollo, la NASA estimait en interne la probabilité de perdre un équipage à environ 1 sur 10 par mission. Arrêtez-vous et réfléchissez une seconde. 1 sur 10. Cela signifiait que pour chaque vol vers la Lune, il y avait environ 10% de chances que les astronautes ne rentrent pas chez eux. Et pourtant, ils ont volé. La raison pour laquelle ils ont accepté ce risque était le contexte. La guerre froide n'était pas une métaphore. L'Union soviétique avait battu les États-Unis à chaque étape majeure de la course à l'espace. Dans ce cadre, 1 sur 10 était acceptable. Mais ce cadre n'existe plus. 2 catastrophes ont changé à jamais la relation de la NASA avec le risque. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger s'est désintégrée 73 secondes après le décollage, suite à la défaillance d'un joint torique sur le propulseur à poudre, droit par temps froid. 7 membres d'équipage sont morts. C'était une décision où les managers ont accepté le risque, malgré les avertissements des ingénieurs. 17 ans plus tard, le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia s'est désintégrée lors de sa rentrée dans l'atmosphère, à cause d'un trou percé dans son aile par un morceau de mousse isolante lors du lancement. 7 autres membres d'équipage ont péri. Cette fois, encore, il a été révélé que la culture institutionnelle de la NASA avait normalisé les impacts de mousse comme un problème de maintenance, plutôt qu'une menace pour la sécurité. Après Columbia, la relation de la NASA avec le risque acceptable a changé fondamentalement. Le programme Artemis actuel vise une probabilité de perte d'équipage de 1 sur 30 par mission. C'est un objectif environ 3 fois plus sûr que ce qu'Apollo acceptait. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une philosophie. Alors, cela a créé une culture où chaque décision est pesée à l'aune de la question. Si quelque chose tourne mal, pourrons-nous défendre cette décision? Et cette question, appliquée avec assez de rigueur, ralentit tout. L'endroit où cette nouvelle philosophie de prudence se manifeste le plus concrètement est le bouclier thermique d'Orion. C'est la pièce la plus critique et la plus préoccupante de toute la mission. Ramener un vaisseau de la Lune signifie le faire entrer dans l'atmosphère à une vitesse d'environ 40 000 km/h. C'est 11 fois plus rapide qu'une balle de fusil.
La friction générée à cette vitesse chauffe la surface du bouclier thermique à environ 2760 degrés Celsius. C'est une température capable de faire fondre l'acier. C'est pourquoi les boucliers thermiques sont faits d'un matériau dit ablatif, mais ce matériau, un peu comme la mine d'un crayon que l'on taille, brûle et se désintègre de manière contrôlée pour éloigner la chaleur de la capsule. Mais, après le vol d'essai non habité d'Artemis 1 en novembre 2022, lorsque la capsule Orion a été inspectée, on a découvert que le bouclier thermique s'était comporté de manière inattendue. Des morceaux du matériau s'étaient fissurés et écaillés de manière non prévue par les modèles. La NASA a appelé cela char loss and spalling, perte de carbonisation et écaillage. L'enquête du propre bureau de l'inspecteur général de la NASA a identifié 3 façons potentielles dont cela aurait pu tuer un équipage. Une brèche directe dans le système de protection thermique, des débris du bouclier heurtant les suspentes des parachutes, ou des dommages structurels dus à un échauffement irrégulier. La réponse de la NASA n'a pas été de redessiner le bouclier thermique. Il n'y avait ni le temps, ni le budget pour cela. À la place, ils ont modifié la trajectoire de rentrée. Ils ont visé à réduire le stress thermique sur le matériau en utilisant un angle d'approche moins prononcé, un profil de saut différent, le même bouclier, un angle différent, et puis ils ont mis 4 humains dessus. C'est un exemple parfait de la nouvelle philosophie du risque. Contourner le problème plutôt que de le résoudre à la racine, car le résoudre à la racine aurait pu prendre des années, ce qui aurait mis en péril la durée de vie politique du programme. Par conséquent, le moment le plus dangereux d'Artemis 2 sera le test en temps réel pour voir si cette correction fonctionne vraiment. Alors, pourquoi toutes ces solutions complexes, ces manœuvres orbitales et ces analyses de risque sont-elles nécessaires? Pourquoi n'avons-nous pas une solution simple et élégante comme celle d'Apollo? C'est ici que nous devons comprendre le fossé énorme entre les philosophies architecturales des 2 programmes. Pensez à Apollo comme à un monument. La fusée Saturne V a été conçue de zéro pour répondre à une seule question. De quoi avons-nous besoin pour emmener 3 humains sur la Lune et les ramener? Tout découlait de cette question. Le premier étage, le SIC, produisait 7,5 millions de livres de poussée avec 5 moteurs. F1. Le deuxième étage, S2, utilisait 5 moteurs. J2. Le troisième étage, S4B, se rallumait en orbite pour assurer la transition vers la Lune. L'ensemble de la structure mesurait 110 mètres de haut et pouvait transporter 48 600 kg vers la Lune. C'était plus que suffisant pour transporter le module de commande, le module de service et le module d'atterrissage lunaire en une seule fois. Une fusée, un lancement, une mission. L'élégance résidait dans l'intégration. Comparez maintenant cela avec le SLS. Le SLS n'est pas une mauvaise fusée. Il produit 8,8 millions de livres de poussée au décollage, donc plus puissant que Saturne V. Mais il n'a pas été conçu autour de la question « De quoi avons-nous besoin pour aller sur la Lune ?» Il a été conçu autour de la question « Que pouvons-nous construire avec le matériel et la main-d'œuvre que nous avons ?» Et ces 2 questions produisent des fusées très différentes. Le SLS Block peut transporter 27 000 kg vers la Lune. C'est suffisant pour Orion et son module de service. Mais c'est tout. Pas de place pour un atterrisseur. C'est pourquoi le Starship HLS de SpaceX existe. Non pas parce que la NASA voulait un système à 2 lancements, mais parce que la fusée que le Congrès leur a donnée ne pouvait pas faire le travail en une seule fois. C'est comme essayer de construire un véhicule en utilisant un vieux moteur à rein
de vieux pneus et un vieux châssis que vous avez sous la main, au lieu de concevoir une voiture. Ah, ça peut marcher, ça peut vous emmener quelque part, mais ce ne sera jamais aussi efficace ou élégant qu'un design optimisé dès le départ. Cette différence architecturale affecte chaque aspect du programme. C'est pourquoi chaque problème technique rencontré dans ce voyage, chaque retard, n'est pas seulement une question d'ingénierie, mais aussi un reflet de cette décision politique fondamentale prise en 2010. Ces trois réalités techniques: le changement de philosophie du risque, l'incertitude sur le bouclier thermique et les limitations inhérentes à l'architecture, expliquent pourquoi Artemis II ne fait qu'un tour de la Lune. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car ce qu'Apollo faisait différemment ne concernait pas seulement la puissance de la fusée, c'était aussi lié à la séquence de mission elle-même, à la manière dont chaque phase du vol était planifiée et exécutée. Et quand nous entrons dans ces détails, la différence de philosophie entre les deux programmes devient encore plus évidente. Car la différence de vitesse ne concernait pas seulement la capacité des fusées, mais aussi le rythme de progression des programmes. C'est comme comparer deux mondes différents. Apollo était un marathonien qui sprintait. Artemis est un joueur d'échecs qui mesure soigneusement chaque coup. Et cette différence se manifeste dans la structure des missions des deux programmes. Apollo a progressé à une vitesse incroyable. Entre le discours du président Kennedy en septembre 1961, nous choisissons d'aller sur la Lune, et le moment où la botte de Neil Armstrong a touché la poussière lunaire en juillet 1969. Il s'est écoulé seulement 7 ans et 10 mois, environ 8 ans. Pendant cette période, la NASA a effectué 10 missions habitées dans le programme Gemini, puis 10 autres missions habitées dans le programme Apollo. 20 vols habités en 8 ans, chacun repoussant les limites un peu plus loin. Apollo 7 a testé le module de commande en orbite terrestre. Apollo 8, le vol suivant, seulement 3 mois plus tard, en décembre 1968, a volé jusqu'à la Lune. Puis, Apollo 9 a testé le module lunaire en orbite terrestre. Apollo 10 a effectué une répétition générale, complète en orbite lunaire. Et Apollo 11 a atterri. Mais seulement 6 mois se sont écoulés entre le premier vol lunaire et l'atterrissage. C'était le rythme d'un programme fonctionnant, avec l'urgence d'un temps de guerre. Chaque mission était un pas audacieux qui ouvrait la voie à la suivante. Mais le rythme d'Artemis raconte une histoire complètement différente. Le programme a été officialisé en 2017 comme une directive de retour sur la Lune. L'objectif initial pour le premier atterrissage était 2024. Mais, en avril 2026, soit 9 ans après l'annonce du programme, seul un vol d'essai non habité et un tour de la Lune habité ont été réalisés. La première mission d'atterrissage, Artemis III, n'est pas attendue avant septembre 2026 au plus tôt. Et la plupart des analystes pensent que 2027 ou 2028 est plus réaliste. Cela signifie 10 à 11 ans de l'annonce au premier atterrissage, comparé aux 8 ans d'Apollo. Et cette différence ne vient pas du fait que les ingénieurs sont plus lents ou que la technologie est moins bonne. Cette différence vient du fait que l'infrastructure politique et institutionnelle qui produit le matériel fonctionne à un rythme fondamentalement différent de celui des années 1960. Artemis 1 était non habité. Artemis 2 est habité mais n'atterrit pas. Artemis 3 sera la première tentative d'atterrissage. Chaque mission est une porte, et la porte suivante ne s'ouvre que lorsque le matériel précédent a prouvé qu'il fonctionnait. Apollo a sauté beaucoup de ces portes,
car les risques géopolitiques de perdre la course à la Lune étaient moins considérés comme plus élevés que les risques humains de perdre un équipage. Cette fois, nous avons fait un choix différent. Mais c'est comme la différence entre monter un escalier marche par marche et le monter en sautant plusieurs marches à la fois. Le second est plus rapide, mais votre risque de chute est plus élevé. La NASA, après Challenger et Columbia, a décidé de ne plus jamais tomber. C'est pourquoi l'architecture d'atterrissage d'Artemis elle-même est un produit de cette nouvelle philosophie prudente. Contrairement à l'approche élégante tout en un d'Apollo, l'atterrissage d'Artemis est une chaîne d'événements complexes et jamais tentés auparavant, tous interdépendants. Et chaque maillon de cette chaîne est un point de défaillance potentiel. Examinons le processus étape par étape, car cela met en lumière à quel point la simplicité d'Apollo était géniale. D'abord, SpaceX lance une variante, dépôt Starship, en orbite terrestre basse. C'est un réservoir de carburant dans l'espace. Il se gare là et attend. Ensuite, SpaceX commence sa campagne de ravitaillement. 10 à 16 lancements de Starship distincts. Chacun s'amarre au dépôt et transfère les carburants cryogéniques. Ensuite, le dépôt transfère le carburant au Starship HLS, le système d'atterrissage humain. Le HLS allume alors ses moteurs et part pour la Lune. Et il entre dans une orbite très elliptique appelée NRHO. Il se gare là et attend que l'équipage arrive avec Orion. Pendant ce temps, sur un calendrier complètement distinct, le SLS lance Orion avec l'équipage. L'équipage vole vers la Lune, entre en orbite NRHO et rejoint et s'amarre au Starship HLS. 2 membres d'équipage passent d'Orion au HLS. Ils ferment les écoutilles, se séparent et le HLS atterrit sur la surface lunaire. Les 2 autres membres d'équipage attendent en orbite dans Orion. Une fois la mission de surface terminée, les 2 astronautes retournent au HLS, décollent de la surface, rejoignent à nouveau l'Orion en orbite, se retransfèrent et Orion retourne sur Terre. Cette séquence nécessite 2 campagnes de lancement distinctes, plus d'une douzaine de lancements de fusées individuelles, de multiples événements de rendez-vous et d'amarrage dans 2 orbites différentes, et un atterrissage et un décollage de la surface. Et tout cela doit réussir séquentiellement, sans une seule erreur. Cela ressemble à une machine de Rube Goldberg. Un dispositif intentionnellement complexe pour accomplir une tâche simple. Chaque pièce doit fonctionner parfaitement, sinon tout le système s'effondre. Si toute cette complexité, ces détails techniques et ce contexte politique nous ramènent à une simple vérité. L'histoire d'Artemis n'est pas seulement une histoire d'ingénierie, c'est une histoire de politique, de budget et de mémoire institutionnelle. Et la fusée SLS est peut-être l'expression la plus pure de ce qui se passe lorsqu'un vaisseau spatial est conçu par un comité plutôt que pour une mission. Mais, au milieu de toutes ces analyses et critiques, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Malgré tous ses défauts, ses retards et ses compromis, 4 humains se sont assis au sommet de cette fusée. Ils ont chevauché cette colonne de feu qui a quitté la côte de la Floride. Et en ce moment, ils s'éloignent de plus en plus de la maison à chaque heure qui passe. Laissons la politique de côté. Oublions les budgets. C'est maintenant. Regardons à quoi ressemble ce voyage à travers leurs yeux. Car Artemis II n'est peut-être pas une mission d'atterrissage. Mais c'est tout de même un voyage extraordinaire, d'un genre qu'aucun humain n'a vécu depuis 54 ans. Et maintenant, la partie la plus excitante de ce voyage commence.
Et cette partie a commencé vers le 6 avril 2026, quand Orion a atteint la Lune. Mais ce qui était vraiment excitant, ce n'était pas seulement leur arrivée, c'était le sommet de toute la mission, le moment où ils sont sortis de l'ombre politique d'Apollo pour commencer à écrire leur propre légende. Ces moments qui resteraient gravés dans l'esprit des 4 astronautes pour le reste de leur vie. C'est pourquoi nous accélérons maintenant. Nous laissons derrière nous le rythme modéré de la section 3, car nous avons atteint le point culminant. Ces moments où tout a changé, où les souffles ont été retenus et où l'histoire s'est écrite. Attachez vos ceintures, car nous passons maintenant à la vitesse maximale. L'équipage qui voyait ce spectacle, il y avait la première femme, le premier astronaute noir et le premier Canadien à faire ce voyage. Ce n'était pas seulement une répétition d'une photo, c'était la preuve du chemin que nous avions parcouru en 54 ans, non seulement technologiquement, mais aussi culturellement. Cette petite bille bleue, vue d'un quart de million de miles, était toujours aussi fragile. Mais les yeux qui la regardaient maintenant représentaient une part beaucoup plus large de l'humanité. C'était le sommet émotionnel de la mission, le moment qui rendait la politique en chat, les budgets immobiles, les problèmes techniques insignifiants. 4 humains regardèrent leur maison, et leur maison leur paraissait plus magnifique et plus digne de protection que jamais. Mais, après ce sommet émotionnel, venait le moment le plus violent, le plus brutal et le plus dangereux du voyage, le retour à la maison. Et ce n'était pas un simple retour, c'était une danse avec le feu. Orion allait percuter l'atmosphère terrestre à une vitesse d'environ 40 000 km par heure. C'est 11 km par seconde, Mach 32, 44 fois plus vite qu'un avion de ligne. C'était la vitesse de rentrée la plus élevée jamais tentée par un véhicule habité. Un autre record pour gérer cette vitesse incroyable. Orion utiliserait une technique appelée skip reentry, une rentrée par ricochet, ni tout comme une pierre que l'on fait ricocher sur l'eau. La capsule plongerait dans les couches supérieures de l'atmosphère, perdrait une partie de sa vitesse, l'archio, puis rebondirait vers le haut. Pendant cette première plongée, la surface extérieure du bouclier thermique atteindrait environ 2760 degrés Celsius. C'était presque le double de la température de fusion de l'acier. L'équipage n'était séparé de cet enfer que par un bouclier de quelques centimètres d'épaisseur. Et puis, la coupure plasma commençait. La couche de gaz ionisé entourant la capsule bloquait tous les signaux radio. De nouveau, le silence. Mais ce n'était pas le silence paisible de l'autre côté de la Lune. C'était un silence violent. Le véhicule vibrait. Les forces G écrasaient leur corps dans les sièges. Et dehors, c'était l'enfer. Et à ce moment précis, le sort de tout le programme dépendait d'une seule question. Le bouclier thermique allait-il tenir? Ces écaillages inattendus sur Artemis. Ces fissures, avaient-ils vraiment été corrigés? Ou la solution de la NASA de modifier la trajectoire n'était-elle qu'un pansement sur une erreur fatale? Ce n'était pas seulement un test, c'était un pari dont dépendait un programme de plusieurs milliards de dollars et la vie de 4 personnes. Et les dés avaient été jetés à 40 000 km par heure. Isolement absolu. Découverte d'une surface inconnue. Redécouverte de son propre foyer. Et une épreuve de descente à travers le feu. Ces moments ont transformé Artemis II d'un simple vol d'essai en l'un des voyages les plus dramatiques de l'histoire de l'exploration humaine. À chacun un record, chacun une première, chacun un tournant. Mais
lorsque tous ces moments incroyables, ces records et ces dangers mortels sont réunis, que nous disent-ils? Ce voyage était-il plus que juste un aller-retour vers la Lune? Et si aller si loin est si difficile, pourquoi faire ce dernier pas? C'est-à-dire atterrir réellement sur la surface de la Lune, semble-t-il si impossible. Et pourquoi? Car après avoir traversé ce feu, tout a été remis à zéro. Cette rentrée violente, cette danse avec la mort, était en fait moins une fin qu'un commencement. Et ce commencement est venu avec les parachutes. Un moment incroyable. Le plasma a disparu. Les forces G ont diminué. Et puis, à environ 24 000 pieds d'altitude, 2 petits parachutes de stabilisation se sont ouverts. Ils ont stabilisé la capsule, l'ont ralentie. Et puis, le vrai spectacle a commencé. 3 parachutes principaux gigantesques, chacun de 116 pieds de diamètre. 3 immenses morceaux de tissu de la taille de près d'un terrain de football. Ils se sont déployés par étapes pour éviter que le choc ne déchire le tissu. Et à cet instant, cette petite capsule se balançant sous ces immenses parapluies orange et blanc était comme un monument à l'intelligence et à la ténacité humaine. Ce n'était pas juste un ralentissement, c'était une déclaration de victoire, car le bouclier thermique avait tenu, le pari de la NASA avait payé, et maintenant, l'équipage descendait doucement vers l'océan Pacifique. C'est la première respiration calme après la rentrée habitée la plus rapide de l'histoire. C'est ce soulagement indescriptible de savoir qu'on a survécu au feu. Et c'est le moment où le plus grand test pour l'avenir du programme Artemis a été passé avec succès. Car lorsque ces parachutes se sont ouverts, ils ne ralentissaient pas seulement Orion, mais aussi les espoirs d'Artemis 3. Mais lorsqu'ils ont touché l'océan, un autre record était battu. Un record d'endurance, car lorsque la capsule a heurté l'eau, l'équipage était en microgravité depuis 10 jours. C'est un choc incroyable pour le corps. De l'apesanteur à des forces G élevées, puis de nouveau aux vagues de l'océan Pacifique. C'était une expérience qui repoussait les limites du corps humain. Lorsque les plongeurs de sauvetage sont arrivés à côté de la capsule, lorsqu'ils ont ouvert l'écoutille et que le premier air frais de l'océan est entré, l'équipage ne faisait pas que rentrer à la maison, s'il revenait avec des données inestimables sur les effets physiologiques des voyages spatiaux. Chacun de leurs battements de cœur, chacune de leurs respirations, avait été enregistré tout au long de ce voyage de 10 jours. Perte de densité osseuse, atrophie musculaire, déformation cardiaque. Ces données étaient vitales pour les futures missions de plus longue durée, pour un voyage vers Mars. C'est pourquoi, ce moment, Skull, où ils sont sortis de la capsule, les jambes tremblantes, sentant à nouveau le poids du monde, n'était pas seulement une opération de sauvetage. C'était une session de collecte de données pour l'avenir de l'humanité dans l'espace. Et ces 4 personnes n'étaient pas seulement des astronautes, mais aussi des sujets de test, testant les limites de l'humanité dans l'espace, et que c'était le résultat du test le plus récent et le plus à jour de la résistance de la physiologie humaine dans l'espace. Et ils avaient réussi ce test, et les résultats de ce test ont eu un impact immédiat, car lorsqu'ils ont posé le pied sur le pont de ce navire de récupération, les records sont devenus officiels. Christina Koch est devenue la première femme à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Victor Glover est devenu le premier astronaute noir à voler dans une mission lunaire. Jeremy Hansen est devenu le premier Canadien à le faire lors de son tout premier vol spatial. Ces records n'étaient pas de simples statistiques, c'étaient des symboles qui changeaient le visage de l'exploration spatiale. Contrairement aux équipages homogènes
d'Apollo, cet équipage reflétait la diversité de l'humanité, et c'était l'un des messages les plus puissants de tout le programme. C'était la preuve vivante que l'espace n'appartenait plus à un groupe particulier de personnes, mais qu'il était le rêve commun de toute l'humanité. À ce moment-là, sur ce pont, lorsque ces 4 personnes d'horizons différents se sont réunies, Artemis a cessé d'être juste un programme spatial. Il est devenu une source d'inspiration mondiale, et c'est un succès qu'aucun budget ou spécification technique ne peut mesurer. C'était la preuve que la NASA n'avait pas seulement lancé une fusée, mais aussi un espoir. Et cet espoir était partagé par des millions de personnes à travers le monde. C'était le moment où l'équipage de l'espace lointain le plus diversifié de l'histoire est rentré sain et sauf. Et c'était une victoire en soi. Mais, lorsque tous ces moments épiques, ces records, ces dangers mortels et ces triomphes sont réunis, ils nous ramènent à une seule question. Et c'est cette question dérangeante derrière toute la vidéo. Le programme Artemis a-t-il été conçu pour poser des humains sur la Lune, ou pour survivre au prochain cycle budgétaire? Car ce ne sont pas les mêmes choses. Et si vous regardez vraiment l'architecture, la réponse n'est pas aussi claire que la NASA voudrait l'entendre. Il y a 2 interprétations honnêtes. La première est la plus généreuse. Artemis 2 fait ce qu'un programme de test responsable doit faire. Il avance pas à pas. Il construit la confiance. Chaque mission pose les bases de la suivante. C'est la bonne façon de protéger les astronautes et le programme lui-même. Mais, il y a une deuxième interprétation, et c'est le genre qui vous empêche de dormir la nuit. Avec un coût de 4,1 milliard de dollars par lancement. Le SLS est assis sur une bombe à retardement politique. Chaque année, le Congrès doit réapprouver cet argent. Et pendant ce temps, le Starship entièrement réutilisable de SpaceX, s'il réussit, pourrait changer toute l'équation. Starship pourrait potentiellement transporter à la fois l'équipage et l'atterrisseur en une seule fois, pour une fraction du coût du SLS. Dans ce cas, combien de temps serait-il durable de continuer à faire dépenser au Congrès 4 milliards de dollars chaque année? C'est le plus grand dilemme au cœur du programme. D'un côté, Artemis repousse les frontières de la science et de l'exploration. De l'autre, il mène une lutte pour sa survie politique et économique. Et le succès d'Artemis 2 a été le plus grand pas en avant pour gagner cette lutte. Mais cette guerre n'est pas encore terminée. Tous ces moments épiques, ces chiffres records, ces frôlements de la mort et ces sommets émotionnels. Que nous disent-ils une fois réunis? Était-ce juste une mission spatiale? Ou avait-elle une signification plus profonde? Nous avons traversé le feu. Nous avons atterri dans l'océan. Nous avons battu des records et nous sommes rentrés chez nous. Mais, maintenant que ces moments pleins d'adrénaline sont derrière nous, il est temps de s'arrêter et de réfléchir, de se calmer et de demander ce que tout cela signifie pour nous, pour l'humanité. Car ce voyage n'est pas seulement l'histoire de 4 personnes, c'est notre histoire. Et le prochain chapitre de cette histoire ne s'écrira pas avec des fusées ou des budgets, mais avec de la philosophie. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et pourquoi est-ce si difficile? En réalité, constitue la couche la plus profonde et la plus philosophique de cette histoire. Car maintenant, il est temps de laisser l'adrénaline de côté et dans ce vide silencieux et profond, de nous poser cette question la plus fondamentale. Au milieu de toute cette lutte, quelle est notre place? Qu'est-ce que ce voyage, ses succès et ses échecs
disent de notre place dans l'univers. Après la vitesse maximale de la section 4, nous ralentissons maintenant. Nous respirons et nous regardons par le hublot de cette petite capsule en réfléchissant à la signification de ce que nous voyons. Et d'un côté, il y a l'incroyable complexité et fragilité de ce voyage. De l'autre, il y a les lois physiques simples, fondamentales et impitoyables qui rendent ce voyage possible. La mission Artemis elle-même est un exemple parfait de ce paradoxe. Pour atterrir sur la Lune, nous devons construire une machine de Rube Goldberg incroyablement complexe. 2 lancements distincts, 16 vols de ravitaillement, des rendez-vous dans 2 orbites différentes, un transfert de carburant cryogénique. C'est un triomphe de l'intelligence, de la planification et de l'ingénierie humaine. Chaque pièce est comme un domino méticuleusement placé sur le précédent. Mais, ensuite, lorsque cette capsule revient sur Terre, toute cette planification complexe se réduit à une seule vérité simple. Un objet entrant dans l'atmosphère à 40 000 km/h brûlera-t-il à cause de la friction? Ce sont les lois du mouvement de Newton. C'est la thermodynamique. C'est la force la plus fondamentale, la plus primitive de l'univers. Et à ce moment-là, à l'intérieur de cette boule de feu, les programmes de plusieurs milliards de dollars. Les décisions politiques et les merveilles de l'ingénierie ne dépendent que d'une seule chose. Un bouclier thermique ablatif fera-t-il son travail comme le prévoient les lois de la physique? C'est cette ligne fine entre l'orgueil et l'humilité de l'homme. La tragédie de ce paradoxe, c'est de voir à quel point nous sommes impuissants face aux forces fondamentales de l'univers, malgré toute notre intelligence et notre technologie. Nous ne sommes pas ceux qui écrivent les lois, nous sommes simplement ceux qui essaient de les respecter. Ces 16 vols de ravitaillement dans le plan d'atterrissage d'Artemis 3 sont en fait l'aveu d'une faiblesse, car notre fusée n'est pas assez puissante pour faire ce que Saturne V pouvait faire. Cette incertitude sur le bouclier thermique est un symbole de notre impuissance face à l'une des forces les plus fondamentales de la nature, la chaleur de friction. Peu importe combien nous planifions, combien de simulations nous exécutons. En fin de compte, l'univers a ses propres règles. Et ces règles ne sont pas affectées par nos budgets ou nos calendriers. Nous sommes des êtres essayant d'avancer sur ce vaste océan cosmique, sur un petit radeau que nous avons nous-mêmes construit, en espérant que la tempête ne nous engloutira pas. C'est une image assez triste. Mais il y a aussi une beauté dans cette image, car cette impuissance révèle aussi notre plus grande force, notre effort de compréhension. Oui, nous ne pouvons pas changer les lois de la physique, mais nous pouvons les comprendre. Nous pouvons apprendre à les utiliser à notre avantage. La technique de la skip re-entry, la rentrée par ricochet, c'est exactement ça. C'est dire, je ne peux pas combattre le feu, mais je peux danser avec lui. C'est le triomphe de l'intelligence sur la force brute. Ces 16 vols de ravitaillement, tout en étant l'aveu d'une faiblesse, sont aussi la preuve d'une incroyable capacité à résoudre des problèmes. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, mais nous pouvons être ces étudiants les plus curieux, les plus tenaces et les plus créatifs. Et c'est peut-être une position plus honorable. Tu fais partie de ce paradoxe. À chaque instant de ta vie, tu essaies de trouver un équilibre entre les choses que tu peux contrôler et celles que tu ne pourras jamais contrôler. D'une part, tu planifies ta carrière, tu gères tes relations, tu fixes des objectifs pour ton avenir. Tu fais l'ingénierie complexe de ton propre petit univers
Mais, d'autre part, tu sais que ta vie peut être bouleversée par des forces totalement hors de ton contrôle, comme un virus, une crise économique, ou simplement le fait d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Tout comme Artémis, d'un côté, tu fais tes propres plans complexes, et de l'autre, tu es soumis aux lois fondamentales et impitoyables de l'univers. C'est peut-être pour cela que cette histoire nous touche tant, car à l'intérieur de cette capsule, il n'y a pas que 4 astronautes. À l'intérieur de cette capsule, il y a nous tous, essayant de traverser la boule de feu de nos propres vies. Et nous espérons tous que ces parachutes s'ouvriront, que nous atterrirons sains et saufs dans l'océan, et que nous retrouverons nos forces pour le prochain combat. Et puis, il y a un deuxième contraste. La solitude cosmique profonde créée par le voyage lui-même, et l'effort collectif incroyable qui rend ce voyage possible. Pendant 45 minutes, derrière la Lune, ces 4 astronautes étaient les personnes les plus seules de l'histoire de l'humanité. Entre eux et les 8 autres milliards de personnes de l'univers, il y avait un morceau de roche de 3474 km d'épaisseur. C'est la solitude la plus absolue que l'on puisse imaginer. Aucun appel à l'aide ne peut être entendu. Aucun mot de réconfort ne peut parvenir. À ce moment-là, ils sont comme une espèce distincte, un monde à part. C'est un moment glaçant qui remet en question la place de l'homme dans l'univers. Sommes-nous vraiment si seuls dans cette immensité? Et si même un voyage vers notre plus proche corps céleste peut nous déconnecter à ce point? À quel point cette solitude s'approfondira-t-elle lorsque nous nous dirigerons vers les étoiles? C'est une pensée qui fait frissonner. Mais, ensuite, lorsque ces 45 minutes sont terminées et que la Terre réapparaît à l'horizon, nous voyons l'autre face de la médaille, car pour que ces 4 personnes puissent vivre ce moment de solitude, il a fallu l'effort concerté de centaines de milliers de personnes sur des décennies. Des ouvriers construisant les moteurs à poudre dans l'Utah, aux techniciens soudant l'étage principal en Louisiane, des contrôleurs de vol à Houston, aux ingénieurs concevant le module de service en Europe. Artemis n'est pas seulement le projet d'une nation, mais de plusieurs nations, de milliers d'entreprises et d'innombrables individus. Cette capsule est un monument à la coopération humaine, à l'intelligence collective et à la volonté de poursuivre un rêve commun. C'est, au niveau le plus fondamental, une vérité tragique. Peu importe combien nous sommes nombreux, peu importe la technologie que nous développons, en fin de compte, nous sommes tous seuls dans notre propre conscience. Tout comme ces astronautes, nous vivons nos propres moments personnels de face cachée de la Lune. Des moments où personne ne peut nous atteindre, où personne ne peut comprendre, où nous sommes complètement seuls. C'est une condition fondamentale de l'existence humaine. Et faire face à cette vérité peut être effrayant, si cela peut nous donner le sentiment d'être des particules insignifiantes et isolées dans l'univers. Mais, ici aussi, il y a un mais, car cette solitude est aussi ce qui nous relie les uns aux autres. C'est parce que nous connaissons tous cette solitude que nous ressentons le besoin de nous tenir la main. Ces 4 astronautes, bien que physiquement seuls pendant ces 45 minutes, n'étaient jamais seuls en esprit, car ils savaient que des millions de personnes sur Terre retenaient leur souffle, attendant leur retour. Chaque système de cette capsule était le produit du travail, de l'intelligence et de l'espoir d'une autre personne. Cette solitude était en fait une expérience partagée, et c'est ce qui rend la solitude plus supportable, voire significative. Nous sommes peut-être des îles solitaires dérivant parmi les étoiles. Ça se met.
Nous nageons tous dans le même océan, et cela fait de nous un archipel. Et tu fais partie de cet archipel, peu importe à quel point tu te sens seul parfois. En réalité, tu n'es jamais complètement seul. Même en lisant ces mots en ce moment, tu crées un lien avec les pensées de quelqu'un d'autre, avec l'effort de quelqu'un d'autre, les vêtements que tu portes, la nourriture que tu manges, la maison où tu vis. Tout est le résultat de l'effort collectif d'innombrables personnes. Tout comme cette capsule Orion. Ta vie est liée par des fils invisibles à des millions d'autres vies. Parfois, nous ne voyons pas ces fils. Parfois, nous ne ressentons pas ces liens. Parfois, nous nous sentons comme sur la face cachée de la Lune. Mais ces liens sont là. Et des projets comme Artemis nous rappellent ces liens, car ils nous montrent que lorsque nous nous unissons pour une cause commune, nous pouvons surmonter même les solitudes les plus profondes. Nous pouvons relever les plus grands défis. C'est pourquoi le voyage de ces 4 astronautes n'est pas seulement le leur, c'est aussi le nôtre, car il représente ce désir en chacun de nous d'être à la fois seul et ensemble. Ces 2 grands contrastes, complexité contre simplicité et solitude contre unité, nous mènent à des questions encore plus profondes. Car si nous sommes si faibles, mais en même temps si intelligents, si seuls, mais en même temps si connectés, alors quel pourrait être notre but dans cet univers? Et comment ces voyages, ces allers-retours vers la Lune, peuvent-ils nous aider à trouver la réponse à cette grande question? Les réponses à ces questions pourraient être cachées dans le prochain contraste, celui du temps lui-même. Et c'est pourquoi nous arrivons maintenant au 3e et peut-être plus vertigineux contraste, l'âge presque infini de l'univers contre notre brève existence, qui n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Le programme Artemis nous jette cette contradiction au visage de manière amère. Il nous a fallu 54 ans pour envoyer une mission habitée sur la Lune depuis Apollo. C'est une longue période pour une vie humaine. Mais, dans l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers, c'est moins qu'un clin d'œil. Toute notre civilisation, toute notre histoire, toutes nos guerres et nos paix occupent un minuscule moment, presque invisible, sur la chronologie de l'univers. Ce voyage nous rappelle cette vérité. Ces cratères à la surface de la Lune sont là depuis des milliards d'années. Ils n'ont pas changé. Et ils seront toujours là des millions d'années après notre passage. Cela offre une perspective qui redéfinit la place de l'homme dans l'univers. Nous ne sommes pas permanents, nous sommes éphémères. Et c'est une pensée à la fois effrayante et libératrice. La tragédie de cette vérité, c'est à quel point nous avons peu de chances de voir la vue d'ensemble. Sur le calendrier cosmique, nous sommes des êtres qui ne sont apparus qu'à la dernière milliseconde de la dernière seconde. Et nous disparaîtrons probablement avant que la seconde suivante n'arrive. Cela signifie que nous ne pourrons lire qu'une infime partie de la grande épopée de l'univers. Nous avons manqué le début et nous ne verrons jamais la fin. C'est comme lire un seul mot d'une seule phrase dans une bibliothèque de millions de livres. Nous nous efforçons de percer les secrets de l'univers, de comprendre son but. Mais peut-être que cela ne sera jamais entièrement possible pour nous, car notre temps est si limité, et l'univers a tant d'histoires à raconter. C'est une source de tristesse, car cela signifie que la plupart de nos plus grandes questions trouveront une réponse bien après nous, ou peut-être jamais. C'est pourquoi, en regardant la surface de cette lune, nous ne regardons pas seulement un corps céleste, mais aussi notre propre mortalité et notre fugacité. Mais, ici aussi, il y a une lueur d'espoir qui brille dans cette triste vérité.
car oui, notre temps est limité. Oui, nous ne pouvons voir qu'une petite partie de l'histoire. Mais nous pouvons voir cette partie, et c'est un miracle. Dans ce bref instant, en tant qu'être conscient, nous pouvons regarder l'univers, poser des questions à son sujet, et même voyager dans un petit coin de celui-ci. C'est un privilège incroyable. Ces 4 astronautes, en 10 jours seulement, ont été témoins d'un paysage qui existe depuis des milliards d'années. Et ce moment vivra à jamais dans leur conscience. Nous ne sommes peut-être qu'un vers dans le poème infini de l'univers. Mais nous avons la chance d'écrire, de lire et de comprendre ce vers. Et cela rend même notre brève existence infiniment précieuse. Et toi aussi, dans ta propre brève existence. Tu es un témoin de ce moment cosmique. Peut-être n'iras-tu pas sur la Lune, mais tu peux regarder les anneaux de Saturne à travers un télescope. Tu peux regarder la collision de galaxies dans un documentaire, ou simplement, par une nuit claire, tu peux lever les yeux au ciel et penser que la lumière de ces étoiles a voyagé des millions d'années pour t'atteindre. Toi aussi, tu es un lecteur de cette grande histoire cosmique. Et peu importe à quel point ton temps est limité, ce moment de lecture t'appartient. C'est pourquoi Artemis n'est pas seulement une mission spatiale, c'est aussi un rappel. Il nous rappelle à quel point notre temps est précieux et à quel point il est important de le remplir en s'efforçant de comprendre et d'apprécier l'univers. Car, en fin de compte, la seule chose que nous laisserons derrière nous, ce sont les questions que nous avons posées et les réponses que nous avons essayé de trouver dans ce bref instant. Et cela nous amène à un dernier contraste, l'incroyable ambition et la curiosité qui animent le programme Artemis, contre la politique et les coupes budgétaires banales et terrestres qui menacent constamment le programme. D'un côté, il y a l'une des pulsions les plus fondamentales de l'humanité, le désir d'explorer. Aller vers l'inconnu, repousser les limites, poser la question « Qu'y a-t-il là-bas ?» C'est la même pulsion qui nous a fait sortir d'Afrique, qui nous a fait traverser les océans et qui nous dirige maintenant vers les étoiles. Artemis est l'expression la plus pure, la plus technologique de cette pulsion. Mais, de l'autre côté, il y a une réalité qui ramène constamment ce grand rêve sur Terre, la politique. Les cycles électoraux de 2 ans, les administrations qui changent, les priorités budgétaires, le désir d'un sénateur de protéger les emplois dans son propre État. C'est l'histoire de la collision entre un grand rêve universel et de petits intérêts locaux. C'est la plus grande tragédie du programme, car les fusées peuvent être prêtes. Les astronautes peuvent être formés. Mais, si un comité à Washington décide de couper les fonds, tous ces rêves peuvent-ils s'évaporer en un instant? C'est exactement ce qui est arrivé au programme Constellation. 9 milliards de dollars ont été dépensés. Puis les vents politiques ont tourné et le programme a été annulé. Et il n'y a aucune garantie qu'Artemis ne subira pas le même sort. C'est comme essayer de faire naviguer un immense vaisseau spatial avec un vent constamment changeant et peu fiable. La tragédie de cette situation, c'est de voir comment le potentiel de l'humanité est limité par les systèmes qu'elle a elle-même créés. Nous avons l'intelligence et la technologie pour atteindre les étoiles. Mais, que nous le fassions ou non, dépend souvent non pas des obstacles scientifiques ou techniques, mais des marées de la volonté politique. C'est un miroir amer qui montre à quel point nous avons progressé en tant qu'humanité, mais aussi à quel point nous sommes restés en arrière. Le fait que cette fusée coûte 4,1 milliards de dollars par lancement n'est pas une nécessité technique.
C'est le prix à payer pour maintenir unie la coalition politique qui construit cette fusée. Et ce prix rend le programme vulnérable à tout moment, car il y aura toujours quelqu'un pour demander « Que pourrions-nous faire de mieux avec cet argent ?» Et c'est une question difficile à laquelle répondre. Mais, même dans ce marécage politique, il y a une beauté, car malgré tous ces obstacles, cette fusée vole toujours. Ces astronautes voyagent toujours. C'est la preuve que la curiosité et l'ambition humaine peuvent franchir même les murs les plus épais de la politique et de la bureaucratie. C'est peut-être la leçon la plus pleine d'espoir. Nos rêves peuvent être plus forts que les systèmes qui nous empêchent de les réaliser. Cela peut être lent, inefficace, douloureusement cher. Mais, en fin de compte, si assez de gens le veulent, assez longtemps, nous trouverons un chemin vers ces étoiles. Et toi aussi, tu fais partie de cette lutte. Dans ta propre vie, tu mènes une guerre constante entre tes grands rêves et les obstacles banals du quotidien. Peut-être veux-tu écrire un livre, mais tu dois payer les factures. Peut-être veux-tu parcourir le monde, mais tu ne peux pas quitter ton travail. Nous essayons tous de mener nos propres programmes Artemis. Nous avons nos grands objectifs et les innombrables problèmes pratiques qui nous empêchent de les atteindre. Et l'histoire d'Artemis nous rappelle de ne pas abandonner. Elle nous montre que peu importe la difficulté du chemin, peu importe à quel point la politique est frustrante, nos rêves valent la peine d'être poursuivis, car, en fin de compte, ce sont ces rêves qui font de nous des humains. C'est pourquoi, à la fin de ce voyage, il nous reste une série de paradoxes. Complexes, mais simples. Seuls, mais ensemble. Éphémères, mais significatifs. Ambitieux, mais entravés. Nous savons maintenant que l'histoire d'Artemis n'est pas seulement l'histoire d'une fusée ou d'une mission. C'est un reflet de ce que signifie être humain. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce long et profond voyage, il est temps de rassembler toutes ces pensées et de poser une dernière question. Une fois ce voyage terminé, que restera-t-il? Et tous ces efforts, en valaient-ils vraiment la peine? Dans ce voyage, nous avons interrogé notre place dans l'univers. Mais, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et si vous n'étiez pas le seul vous à faire ce voyage? Et s'il y avait un nombre infini de vous prenant cette décision en ce moment même? Dans notre prochain voyage, nous ouvrirons la porte des univers parallèles et plongerons dans cet océan de possibilités infinies. Êtes-vous prêt à y aller?